Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Bassirou Diomaye Faye appelle les enseignants à être les sentinelles du nouveau modèle éducatif. Le président de la République a présidé la cérémonie du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Le professeur de lettres Barambang est le lauréat de la 3e édition. À la une également dans ce journal, on s'interroge sur les nombreux cas de meurtres relayés par la presse. Le dernier cas est le fratricide à Doter dans la banlieue de Dakar. Comment expliquer cette violence? Reportage à suivre. Et puis pèlerinage au lieu saint de l'islam, l'Arabie Saoudite va ouvrir un bureau à Dakar pour faciliter les démarches administratives, notamment l'obtention du visa en 48 heures. Le royaume veut faciliter le Hajj et la Umrah à tous les musulmans. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le professeur de lettres, histoire et géographie Barambang est le lauréat de la 3e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Bassirou Diomaye Faye a appelé lors de cette cérémonie les enseignants à être les sentinelles du nouveau système éducatif. Alassane Ba. C'est avec beaucoup d'humilité qu'il reçoit son prix. Barambang, lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Cette consécration est le fruit de 19 années de sacrifice, d'engagement et de conscience professionnelle au service de l'enseignement public. À tel point que nous sommes parvenus donc à atteindre, en tout cas ce sommet qui était attendu, à savoir donc d'être lauréat du Grand Prix, n'est-ce pas, du chef de l'État. Une consécration que je partagerai à l'ensemble de la communauté éducative, particulièrement à l'Académie de Louga, parce que je viens de Louga. Selon le chef de l'État, à travers ce prix, la nation consacre sa reconnaissance aux enseignants et enseignantes du Sénégal. Ces enseignantes et enseignants lauréats sont des modèles appelés à inspirer tous nos patriotes, en particulier les plus jeunes, en leur montrant qu'il est possible, mais aussi indispensable d'œuvrer au progrès de son pays, quel que soit le secteur d'intervention, le poste occupé ou la fonction exercée. Il est conscient des défis à relever pour que l'éducation puisse aller de l'avant. C'est pourquoi Barambang se dit prêt et invite ses collègues à se préparer pour accueillir les 2000 enseignants qui seront recrutés prochainement pour les assister. Ces 2000 enseignants, nous devons tout faire en tant qu'anciens, doyens, aînés, d'apporter quand même le maximum de savoir-faire pour que cette génération puisse avoir en tout cas les outils nécessaires en bandoulière afin de pouvoir, n'est-ce pas, faire un travail extraordinaire, en tout cas dans les salles de classe, l'installation des compétences à transférer chez les apprenants et que ces apprenants puissent également être des types d'hommes utiles en tout cas à la société, attendus pour la société. Vos charges et responsabilités s'accroissent encore dans le contexte de transformation du système éducatif en cours. Cette transformation portée par plusieurs innovations majeures. La nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE, et à terme, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. Toutes ces initiatives répondent à la volonté de bâtir un système éducatif à la hauteur des défis de notre temps et de l'avenir. Barambang dit attendre avec impatience les réformes du système éducatif, les curricula et les contenus d'enseignement qu'il juge très lourds. A rappelé que parmi les 6 nominés, au-delà de Bara, lauréat qui a empoché 20 millions, le premier prix d'encouragement est décerné à Mohamed Kébé de l'IEF de Fatick et le second prix est revenu à Amadou Lamine Mané de l'IEF de Louga. Ils ont reçu chacun 5 millions de francs CFA. Merci Alassane. On en parle avec notre invité ce soir, Seydina Mohamed Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir.
Merci. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes cofondateur et président du collectif des volontaires du Sénégal, CODEV. Vous intervenez également dans les domaines de l'inclusion, du développement et de la gouvernance participative, conseiller technique senior sur les politiques et les stratégies de développement pour la croissance numérique. Le numérique, levier de croissance, vous avez entendu le président de la République qui appelle à cette transformation du système éducatif en utilisant le numérique et l'intelligence artificielle. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est à l'ère du temps et je pense que aussi c'est bien qu'aujourd'hui l'État du Sénégal pense pouvoir courir le risque d'aller vers cette transformation de l'ingénierie pédagogique aussi en étant moderne. Parce que ce qui se passe, il y a une grande génération qu'on appelle la Gen Z, la génération Z, qui est une génération sur un plan anthropologique et sur un plan social qui est différent. Moi, j'ai la chance de faire de l'enseignement et comment eux, ils apprennent en prenant note avec leur téléphone, ils prennent en photo. Donc, à partir du moment où le mode d'enseignement de l'apprenant est différent, il faut aussi s'adapter avec la technologie actuelle. Donc, c'est-à-dire comment on met en place des curriculums et des mécanismes de transmission de telle sorte qu'aujourd'hui, dans son cadre de réception de l'information, l'apprenant puisse aujourd'hui utiliser l'outil à son maximum. Donc ça, c'est la première observation. La seconde observation, comme vous le dites, je l'ai entendu durant l'édito, ce qu'on appelle l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire développer des curricula qui répondent aujourd'hui aux besoins de la population. Nous, c'est quelque chose qu'on a expérimenté dans le monde du développement. Je dis que je veux mettre en place un programme, par exemple, sur la gouvernance participative. Je veux simuler aujourd'hui une simulation de cas d'une session de délibération dans mon quartier à la SICAP Liberté 5. Et avec l'outil, il peut me générer un élément contextuel qui facilite à l'apprenant son apprentissage dans le cadre même situationnel. Parce que les gens, ils apprennent mieux par rapport à ce qu'ils vivent. Mais vous parlez de prise de risque dans le domaine de l'enseignement, par exemple. Quels sont les risques ? Aujourd'hui, c'est une grosse risque, notamment dans comment on fait la transmission, parce que quand même, on a un système traditionnel que l'on utilise. Comment on forme les gens pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour pouvoir faire la transmission. Et aussi comment on fait de telle sorte que l'apprenant, il perd certains skills, certaines compétences. Parce qu'effectivement, quand on écrit, on développe une compétence de mémoire, on développe une compétence d'attention. Aujourd'hui, quand on est éternellement assisté, parce qu'on pense que l'intelligence surtout avec l'IA générative. En fait, c'est ça le gros problème. Le gros problème, nous, même dans nos cercles, ce qu'on se dit, c'est qu'on doit apprendre aux gens à utiliser l'IA afin qu'ils ne désapprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, même nous, nos étudiants, on leur demande de faire un exercice, ils donnent l'exercice à l'IA, ils font le rendu. Nous, les enseignants, on peut quand même détecter ce qui a déterminer été la syntaxe. Généré par l'IA et ce qui a été généré par le cerveau humain. Et c'est extrêmement important. Oui, c'est ce qu'on appelle l'humanisation de l'IA. Absolument. Et c'est ce qui fait qu'ils perdent aujourd'hui certaines compétences. Ils vont perdre la créativité parce qu'ils vont être paresseux. Et ils vont perdre les compétences d'écoute, ils vont perdre la mémoire sélective, la mémoire auditive et ils vont perdre la mémoire visuelle parce qu'ils vont tout remettre entre les mains de l'intelligence artificielle. Inclure l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais il ne faut pas opposer artificiel et anthropique. Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, c'est tout le temps les courants de débat. Les courants de débat, maintenant, c'est la collaboration humain-machine. C'est le jargon que les gens utilisent pour éviter la question du remplacement. Nous, de par notre formation, on sait utiliser l'IA d'une manière optimale parce qu'on sait que c'est de la donnée, on sait que c'est de la conception, on sait que c'est de l'analyse, on sait que c'est de la structuration, on sait que c'est de la schématisation. Nous, on a la capacité de faire le distinguo. Mais aujourd'hui, si on pense qu'on va utiliser l'IA pour résoudre les problèmes, en ce moment, on va penser qu'on va remplacer l'humain par l'IA. Alors que l'objectif, c'est de capitaliser sur l'intelligence artificielle dans le cadre de ce qu'on appelle le développement accéléré, pour gagner du temps avec ce qu'on ne peut pas faire sans l'IA. Mais quel que soit Alpha, la technologie n'a jamais été programmée, je pense, sur les courants politiques et idéologiques pour être une fin en soi, mais elle peut être un outil au service de l'humain. Il faut que ça reste un instrument au service de l'humain. Et je pense que c'est même ça la conception de base. Après, effectivement, il y aura toujours des débats dans les cours. C'est important, en tout cas, de le dire surtout aux élèves, parce que comme on va vers cette révolution, et nous y sommes déjà, c'est important de poser ce genre de débat pour le grand public et les étudiants sénégalais de façon globale. Vous êtes en collaboration avec l'université de Kansas State University sur un modèle
modèle endogène et contextualisé de développement local. Donc aux États-Unis, l'actualité là-bas aussi, c'est le gel de l'aide internationale américaine. Comment ça peut impacter dans le domaine de l'éducation? Ici au Sénégal, vous avez entendu par exemple le ministre en parler, l'impact est déjà là. Ah oui, bon, on a entendu le ministre vraiment pointer du doigt le vrai problème. Le vrai problème, c'est comment aujourd'hui nos États puissent avoir l'autonomie de pouvoir mettre en place des ingénieries pédagogiques autofinancées par la finance publique. Oui. C'est un problème parce qu'il y a plein de projets, notamment sur le cadre de l'éducation, sur le cadre de l'agriculture, sur le cadre de l'énergie, qui dépendent de ces financements-là. Aujourd'hui, c'est un gel, il y a une grosse connotation politique, mais c'est un gel pour faire l'audit aussi de l'efficacité de l'aide au développement. Oui. Ça, c'est un autre point de la narration que les gens ne pointent pas du doigt. Et que c'est pour 90 jours, hein, jusqu'à nouvel ordre. C'est pour 90 jours jusqu'à nouvel ordre, pour voir aussi, c'est une question politique, pour voir là où aujourd'hui le régime de Trump va orienter, aujourd'hui potentiellement s'il garde l'aide, là où il va orienter l'aide. Oui. Il y a une question aussi d'efficacité budgétaire. C'est comment faire pour tirer le maximum, parce que maintenant ce sont des milliardaires. Hein. Oui. Donc, il faut comprendre que l'administration Trump, il y a beaucoup de milliardaires. Absolument. Et ils sont sur la question rationalité. Et avec Elon Musk, Peter Thiel. Et effectivement, et donc du coup, ils vont faire la priorisation budgétaire. Tout ce qu'ils jugent ne pas être nécessaire dans la politique, ils ne vont pas investir là-dedans. Oui. Alors, la démocratie participative, on parle de Donald Trump. Vous intervenez également dans la démocratie participative et le progrès social, en particulier grâce à la technologie numérique et au cyberespace. Comment comment mieux l'utiliser pour tirer tous les profits ici au Sénégal? Bon, je pense qu'effectivement, au Sénégal, il y a beaucoup de caricatures, c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup de courage. Mais au Sénégal, le Sénégal fait partie quand même des pays sur le plan mondial qui ont quand même réussi à faire une utilisation assez efficace, notamment sur le plan de la démocratie, sur le plan de la gouvernance participative, sur le plan de la redevabilité. Aujourd'hui, bon, effectivement, il y a quelques excès, mais les citoyens sont très actifs et pratiquent leur contrôle citoyen dans le cyberespace, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube. On a mis en place des mécanismes durant les élections pour monitorer. Bon, moi qui parle avec vous, j'ai 12 ans d'expérience de online monitoring. Ça a commencé avec Maître Ablaye Wade, en collaboration avec France 24 et RFI. On continue en 2019 avec Sénégal Vote. Donc, ce sont des mécanismes qui facilitent aujourd'hui l'inclusion dans le processus démocratique et l'expression aujourd'hui de la citoyenneté et aussi l'expression de l'opinion populaire. Donc ça, ce sont des avancées qui ont été faites grâce à la technologie. Bon, je pense que même aujourd'hui, les hommes politiques l'ont compris. Absolument. Parce qu'ils occupent beaucoup le débat public, ça se fait maintenant en fait au niveau du cyberespace. Ça, c'est une chose sur laquelle on doit capitaliser. Bon, après, il y a le débat de la régulation. Techniquement parlant, est-ce qu'on peut ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce qu'on doit? Non, je ne pense pas que techniquement parlant on peut, mais je pense qu'il y a des dispositifs légaux parce que tout ce qui s'applique dans l'espace présent peut s'appliquer en termes de juridiction dans l'espace cyber. Tout à fait. Et le volontariat, dernière question, est-ce que c'est un instrument aussi sur lequel on peut s'appuyer pour inciter les jeunes à mieux s'occuper, à mieux participer en tout cas au développement du pays? Oui, effectivement. Bon, nous faisons la promotion du volontariat. Au Sénégal, on parle beaucoup de la citoyenneté. La citoyenneté est un terme passionnant où beaucoup de gens s'approprient la question et donnent leur perception de la citoyenneté. Mais il y a une partie pédagogie de la citoyenneté et il y a une partie expression de la citoyenneté. Je pense que même c'est pour cela qu'au Sénégal, il y a le service civique, il y a les ASP, il y a le ministère de la Jeunesse et il y a d'autres corps qui sont dans ce segment. Mais nous, dans le cadre de nos activités, on s'est dit qu'il est essentiel d'utiliser le volontariat comme un véhicule pour pouvoir matérialiser ce dont on parle quand on parle de la citoyenneté. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Le second élément, c'est qu'on parle des associations locales de base qui sont dans des quartiers. Les associations locales de base qui sont dans des quartiers sont aujourd'hui le socle de la vie communautaire et le socle de tout projet de développement qui sont mis en place. Ils ont besoin de ressources humaines. On a une forte démographie de jeunes. Et si vous regardez bien dans le cursus pédagogique, donc de 15 à 25 ans, on a énormément de temps. On a énormément de temps pour apprendre. Il y a l'éducation de l'école, mais il y a aussi l'éducation de la vie. Et l'éducation de la vie, elle se fait à travers la vie associative, où on gagne d'autres types de compétences, où on gagne en réseautage, où on gagne en prise de parole en public, où on gagne des compétences en gestion de projet. Et c'est pour cela qu'on a voulu le matérialiser dans le volontariat et aussi donner une approche souverainisme et d'autodétermination. Parce qu'effectivement, quand on parle du volontariat au Sénégal, on va parler du Peace Corps, on va parler de France Volontaire, et on oublie qu'il y a des corps autonomes, locaux de volontariat
volontariat comme le collectif des volontaires qui fait la promotion du volontariat communautaire et du développement local et communautaire. Merci beaucoup Seydina Omar Ndiaye. Seydina Mohamedou Ndiaye, je tenais à vous remercier beaucoup. Je tenais à remercier Moumouna et faire mes salutations à Sokhna Nata. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, agression d'un agent des pêches dans la nuit du mardi au mercredi à Joal. Le syndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal dénonce avec la plus grande fermeté un acte de barbarie perpétré contre un charretier à l'encontre de son collègue Amadou Kandé. Écoutons là-dessus Omar Dramé, secrétaire général du syndicat, avec Fatima Touré. National des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal dénonce avec la plus grande fermeté des actes d'agression perpétrés sur un de nos agents en service au poste de surveillance de la pêche de Joal. Cet acte ignoble, inqualifiable, impensable et inadmissible ne saurait rester vain. Nous allons prendre toutes les dispositions pour saisir les autorités compétentes afin que justice soit faite. Et par la même occasion, nous appelons l'État en particulier et en général et particulièrement le ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et portières de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les travailleurs du secteur de la pêche dans l'exercice de ses fonctions. D'où la nécessité d'octroyer l'indemnité de risque aux agents du secteur de la pêche. Parce que vous avez véritablement constaté que dans l'exercice de nos fonctions, nous confrontons des risques et nous n'avons pas une indemnité de risque. Régulation dans le secteur des médias. Le directeur de la communication, la direction de la communication a publié la liste des médias conformes aux dispositions du code de la presse. Voici Amidou Dia avec Maïmouna Ndiaye. Nous avions 54 médias en ligne qui se conformaient, donc qui respectaient les dispositions minimales, nom de domaine, site web en ligne, parce que pour beaucoup c'était des déclarations sans qu'il y ait de site web disponible, contenu original, diffusé, renouvelé, rédacteur en chef, directeur de publication. Les radios commerciales, il y en avait 17 et il y avait 14 quotidiens. Au jour d'aujourd'hui, après les 72 heures, nous avons eu 259 nouveaux médias qui se sont déclarés, ce qui nous donne un cumul total de 639 médias qui se sont déclarés. Après les travaux qui ont été effectués de vérification, le CNRA, que nous remercions d'ailleurs énormément, a été saisi pour apporter les clarifications nécessaires sur la situation de certains médias sur lesquels la clameur publique prétendait que c'était des médias ayant fait l'objet de cession. Et donc, après ces vérifications, il s'est avéré que pour certains, c'était un changement de capital, ce qui est permis et qui doit être vérifié et qui a été vérifié par le CNRA. Pour d'autres, un changement de nom. Et pour d'autres, enfin, l'acte de cession n'a pas porté sur l'autorisation en tant que telle, mais sur la cession de l'entreprise et des biens, meubles et immeubles qu'il comporte. Les propriétaires qui ont acquis ces biens ont pris le soin de saisir par ailleurs ultérieurement les autorités pour se régulariser, demander une nouvelle autorisation ou signaler cela. Donc nous en venons à 28 télévisions au total. Pour les quotidiens, il y en avait 85 déclarés. Au total, 115 radios privées déclarées, 134 radios communautaires déclarées, dont 39 restent toujours non identifiables parce qu'ils ont juste mis radio communautaire, 53 web TV et 224 médias en ligne. Des acteurs de l'audiovisuel et du cinéma s'organisent en collectif pour mieux défendre leurs intérêts. Ils ont tenu une conférence de presse compte rendu Pafarnik. Pour une meilleure reconnaissance du métier d'acteur à travers un statut juridique clair et la protection des droits voisins et droits d'auteur. De ce fait, le collectif des acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma veut éradiquer les maux du métier. Absence de barème fixe pour la rémunération des acteurs, contrats déséquilibrés qui désavantagent les acteurs et qui les font se sentir lésés, manque de formation continue pour la professionnalisation du métier, absence de couverture sociale et de statut juridique clair, faible encadrement des droits voisins et de la propriété intellectuelle. Donc face à ces défis, les acteurs et actrices ont jugé nécessaire de se regrouper sous une même entité afin de structurer la profession, de contribuer activement à son développement.
Selon Kassak, le métier ne nourrit pas son homme. Contrairement à d'autres pays, les acteurs sont bien rémunérés. Il faut respecter les heures de travail et les contrats. C'est difficile d'être un acteur au Sénégal. Il faut avoir une autre activité car le métier ne nourrit pas son homme, contrairement dans les autres pays où les acteurs sont très bien rémunérés après un film. Qui parle? Voilà, ça coûte Pour atteindre leur objectif, il faut nécessairement privilégier les formations et nouer des partenariats. C'est faire venir des professionnels pour les former, faire bouger à travers des bourses aussi des jeunes acteurs. Mais allez, on a aujourd'hui les plus grands acteurs sénégalais qu'on est en train de citer, les Rocaïniens, ils ne sont pas sortis de l'école des arts. Alors il y a une autre façon d'apprendre, le learning by doing, avec d'autres spécialistes, avec d'autres collaborations. Et aujourd'hui, c'est notre challenge en tant que commission de trucs. Mais l'autre challenge aussi, c'est une formation au niveau juridique. Malgré l'essor fulgurant des séries locales depuis 2015, véritable alternative pour les telenovelas, mais on constate que les contrats des acteurs sont toujours précaires. Selon Joséphine Mboup, la présidente du Kassak, les contrats sont souvent à l'avantage des producteurs. Coopération Brésil-Sénégal, une trentaine d'opérateurs brésiliens séjournent actuellement dans notre pays. Les deux pays, vous le savez, des liens historiques unissent les deux pays, Brésil-Sénégal. Fatou Bintou Kanté. Une trentaine d'hommes d'affaires brésiliens séjournent dans notre pays dans le but de renforcer la coopération économique et augmenter le volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et le Brésil. C'est pour cela que cette forte délégation venant du Brésil est amenée par Afrochambre sous la supervision de l'ambassade du Brésil au Sénégal. Je peux dire que c'est une bonne chose parce qu'ils nous ont amené beaucoup d'opérateurs économiques. Le Brésil, un pays en mutation avec une grande puissance agricole et industrielle remarquable, peut beaucoup apporter au Sénégal. Le Brésil est un pays industrialisé. Le Brésil peut apporter beaucoup de choses au Sénégal. Nous avons listé dans le cadre de l'agriculture au sens large. On a cité l'élevage, on a cité la foresterie parce que c'est un pays de forêt. On a cité tantôt aussi l'apiculture. Nos amis brésiliens l'ont vraiment développé à l'étape industrielle. C'est pour cela que je dis que cette coopération est bénéfique non seulement pour le Sénégal, mais aussi il y a beaucoup d'avantages à tirer avec les opérateurs économiques sénégalais. De même que notre pays, avec l'avènement du pétrole et du gaz, peut être un grand allié pour le Brésil. Le Sénégal rentre dans une nouvelle étape de sa vie économique avec les ressources du pétrole, du gaz, etc. Et évidemment, nous sommes intéressés dans cette coopération, de voir quelles sont les nouvelles voies que s'ouvrent aux deux pays. Ce forum d'affaires Brésil-Sénégal marque le début d'une nouvelle ère de coopération économique entre les deux États. Le bureau de mise à niveau des entreprises a officiellement lancé ce jeudi le projet d'animation du centre de production propre du Sénégal. L'objectif du projet est de renforcer les capacités des entreprises nationales, des banques et des institutions financières dans le domaine du financement durable et du changement climatique. Ce lancement, donc, nous voulons, comme je l'ai dit, donc, animer davantage ce centre de production propre qui va nous permettre de faire des formations, de faire de la sensibilisation des différents acteurs, notamment les entreprises, mais également les institutions financières, les journalistes et également les universitaires. Donc l'objet, c'est de les sensibiliser sur tout ce qui est action à mener contre les changements climatiques et voir comment, à travers certaines formations, les mobiliser pour qu'ils puissent aller vers une production propre, mais également pour qu'ils puissent accéder au financement vert. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a lancé officiellement les travaux du château d'eau de 2000 mètres cubes à Pâle, dans le nord, d'un coût global de près de 2 milliards de francs CFA. Voici Cherti Diantier. Très grande importance, dont le coût est estimé à un peu moins de 2 milliards de francs CFA,
et qui permettra justement de régler définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable, parce que les besoins ont été estimés à l'horizon 2040 à plus de 15 000 mètres cubes jour. C'est aujourd'hui qu'il faudra poser des actes afin de faire en sorte que tout ça soit résolu. Notre credo, comme vous le savez, est de pouvoir desservir un grand nombre de personnes et de localités dans cette zone ici autour de Saint-Louis, mais également partout dans le pays à travers les autoroutes de l'eau, dont la première phase qui porte sur le grand transfert depuis le lac de Guiers vers le Dakar-Thiès-Mbour, avec une branche agricole dans les Niayes et une branche majeure vers Touba, y compris le renouvellement et la modernisation de tout le réseau de Touba. Et après cette phase importante, il y en aura d'autres. Pèlerinage au lieu saint de l'islam. En 2024, l'Arabie Saoudite a reçu plus de 18 millions de pèlerins dans le cadre du Hajj et de la Umrah. Annonce du ministre saoudien en charge du Hajj et de la Umrah en visite au Sénégal. L'Arabie Saoudite veut faciliter le Hajj et la Umrah à tous les musulmans. Un bureau sera bientôt ouvert à Dakar pour faciliter les démarches administratives, notamment l'obtention du visa en 48 heures. Ibrahim Bakan. Le Royaume d'Arabie Saoudite veut faciliter le Hajj, mais aussi la Umrah à tous les musulmans du monde. Tout le sens de cette visite du ministre saoudien de tutelle au Sénégal. Plusieurs innovations sont prévues dans le cadre de cette facilitation, qui passe d'abord par l'obtention du visa. L'Arabie Saoudite, à travers son Excellence le ministre, va ouvrir ici à Dakar un bureau dédié à la délivrance des visas qui s'appelle Ta'shir. C'est un programme qui s'appelle Ta'shir qui est destiné à la délivrance automatique des visas où chaque citoyen sénégalais pourra obtenir son visa à partir de chez lui dans les 48 heures. Outre la procédure d'obtention du visa, une application dénommée Nusuk est mise à la disposition des pèlerins. Objectif, faciliter davantage leur quotidien au lieu saint de l'islam. Il y a la plateforme Nusuk qui a été améliorée davantage pour inclure plus de 100 programmes et services à travers laquelle les pèlerins pourront trouver tout ce dont ils ont besoin. Il y a aussi à travers le programme Nusuk ce qui concerne la gouvernance financière des pèlerins où les pèlerins pourront avoir tout ce dont ils ont besoin dans le domaine financier. Dans le cadre de cette facilitation, pas moins de 260 milliards de riyals ont été investis par le royaume wahhabite. Le Royaume d'Arabie Saoudite a investi pas moins de 200 milliards de riyals rien que pour l'agrandissement de la grande mosquée de la Mecque. Le TGV qui a été mis en place entre la Mecque et Médine, ce TGV-là a été investi à hauteur de 60 milliards de riyals pour simplement faciliter le déplacement des pèlerins entre la Mecque et Médine. L'Arabie Saoudite a également investi dans d'autres infrastructures telles que les aéroports pour répondre au mieux aux préoccupations et besoins des pèlerins. Dans sa vision future, le Royaume compte prendre toutes les dispositions pour faciliter le Hajj et la Umrah à tous les musulmans du monde. Merci Ibrahima, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.